Depuis la fin des années 1990, la communauté astronomique a largement admis que l'univers était en train de s'étendre à un rythme accéléré. En 1998, deux équipes indépendantes avaient mesuré la luminosité de supernovae de type UA dans des galaxies lointaines et constaté que ces explosions stellaires, censées présenter une brillance assez uniforme, apparaissaient plus faibles que prévu. Cette découverte a mené à l'idée qu'il existait une composante d'énergie dite noire, dotée d'une pression négative, qui faisait accélérer l'expansion cosmique. Cependant, près de 30 ans plus tard, de nouvelles observations viennent aujourd'hui remettre en question ce schéma apparemment bien établi. Le 6 novembre 2025, une équipe de recherche affiliée à l'université Yonsei a publié une analyse approfondie portant sur plus de 300 supernovae de type UA, observées dans un vaste échantillon de galaxies. Leur objectif était de détailler la luminosité de ces astres en fonction de leur distance, afin d'estimer la vitesse d'expansion de l'univers à différentes époques. Les résultats ont provoqué un séisme dans le monde scientifique. Selon cette étude, l'accélération cosmique que l'on pensait certaine pourrait bien s'être muée en un ralentissement inattendu. Pour comprendre cette affirmation, rappelons que les supernovae de type UA ont été considérées pendant longtemps comme des chandelles standards, c'est-à-dire des explosions stellaires supposées atteindre une luminosité intrinsèque presque identique d'un cas à l'autre. Concrètement, une supernova de type UA naît habituellement lorsque la maine blanche d'un système binaire accumule lentement de la matière en provenance de son étoile compagne. Lorsqu'elle dépasse une masse critique, une réaction thermonucléaire se propage en un éclair dans son cœur, pulvérisant l'étoile entière et libérant une énergie gigantesque. Cette intensité lumineuse, relativement uniforme, a fait de ces supernovae des outils de mesure très fiables pour déterminer la distance d'objets distants et ainsi tracer l'histoire de l'expansion cosmique. Pourtant, le principe de la chandelle standard n'est pas parfait. De légères variations peuvent altérer la brillance observée, et c'est précisément ce que la nouvelle étude met en évidence. En effet, la luminosité de ces explosions, bien que globalement standard, peut varier subtilement selon le type de galaxie dans lesquelles elles surviennent. Les chercheurs parlent du biais d'âge progéniteur, pour souligner que les galaxies plus jeunes ne présentent pas exactement la même composition stellaire que celles plus anciennes. Dans certains cas, les populations d'étoiles plus récentes pourraient modifier la brillance d'une supernova de type UA de façon non négligeable. Or, si l'on se trompe sur cette valeur de luminosité intrinsèque, toutes les estimations de distance sont faussées d'autant. Selon l'équipe de Yonsei, c'est précisément ce type de biais qui aurait trompé les astronomes en leur faisant voir une accélération plus importante qu'elle ne l'est réellement. Les chercheurs ont proposé une correction, basée sur l'âge moyen des populations stellaires présentes dans la galaxie haute, qui atteindrait une signification statistique proche de 5,5 sigma. Autrement dit, il serait hautement improbable que l'on obtienne un tel résultat par simple hasard. Une fois cette correction introduite dans les calculs, notamment pour des décalages vers le rouge plus petits que 0,45, l'expansion mesurée n'apparaîtrait plus aussi rapide qu'attendu. Cette nouvelle estimation suggère même que, de nos jours, l'univers ne serait plus en phase d'accélération, mais plutôt en train de ralentir. Un tel scénario implique que l'énergie noire, censée être la force maîtresse de l'accélération, décroît sous une forme ou une autre. Dans le modèle standard de la cosmologie, souvent surnommé lambda-CDM, l'énergie noire est traitée comme une constante immuable ajoutée aux équations d'Einstein. Découvrir qu'elle diminue dans le temps bouleverserait profondément nos conceptions de l'évolution à long terme du cosmos, puisqu'il n'entrerait plus nécessairement dans un régime d'expansion de plus en plus rapide. Depuis 1998, toutes sortes de preuves se sont accumulées en faveur de l'énergie noire, notamment grâce aux supernovae de type IA, mais aussi grâce aux fonds diffus cosmologiques et aux oscillations acoustiques des baryons. Cette cohérence apparente donnait beaucoup de crédit au principe d'une accélération continue. Si les nouvelles mesures sont justes, il faudra réviser ce consensus et envisager que l'énergie noire évolue dans le temps de manière plus drastique que prévu. La question du destin de l'univers, jadis envisagée comme un espace croissant d'échelle à l'infini, se trouve donc relancée. Naturellement, les chercheurs ne se basent pas uniquement sur les supernovae pour confirmer ou infirmer ce réajustement. Différentes mesures de structure à grande échelle, dont les oscillations acoustiques des baryons, contribuent également à tracer le profil d'expansion. Les BAO,
correspondent à des ondes de densité se propageant dans la soupe primordiale, qui ont laissé un motif mesurable dans la distribution des galaxies. En examinant la distance séparant les pics caractéristiques de cette répartition, on peut estimer la vitesse d'expansion à diverses époques. Lorsque les astronomes comparent désormais les distances fournies par les supernovae corrigées au profil de ces oscillations, ils constatent, pour une large gamme d'observations, que les deux signaux concordent mieux en l'absence d'une forte accélération présente. Ce résultat a aussi résonné dans le contexte de la tension de Hubble, une problématique bien connue où les mesures locales du taux d'expansion, effectuées en étudiant de près la luminosité de supernovas, s'opposent aux estimations plus globales qu'offrent les observations du fond diffus cosmologique, comme celles effectuées par le satellite Planck. Cette tension ne cesse de grandir depuis plusieurs années. Certains y voyaient une faille dans notre compréhension de l'énergie noire ou une anomalie non résolue dans les mesures. L'adoption d'un modèle où l'énergie noire décroît au cours de l'histoire de l'univers pourrait ainsi réconcilier, au moins partiellement, ces deux approches divergentes. Toutefois, l'idée d'une énergie noire qui faiblit est loin de faire l'unanimité. Les astrophysiciens restent prudents à cause de la complexité des mesures de distance et de la nécessité d'établir des catalogues d'observations véritablement représentatifs. Le concept de biais d'âge progéniteur n'est pas accepté sans débat. Pour certains, l'échantillonnage des galaxies hautes ne couvre peut-être pas assez la variété des âges et des compositions stellaires, au risque de surestimer la correction appliquée. De plus, la totalité des supernovas étudiées ne fait pas l'objet d'une classification identique de leur âge ou de la métallicité de leurs étoiles hautes, deux éléments cruciaux pouvant influencer la brillance réelle de ces explosions. Le programme de recherche mené par l'université Yonsei a donc mis en avant une piste solide, mais qui devra être passée au crible de nouvelles méthodes d'examen indépendantes. Pour cela, la communauté scientifique se tourne avec grand espoir vers le Rubin Observatory, aussi appelé LSST, niché sur le Cerro Pachón au Chili. Cet observatoire de nouvelle génération va parcourir à intervalles réguliers une vaste portion du ciel, engrangeant un flot spectaculaire de données photométriques. Les astronomes espèrent ainsi détecter des dizaines de milliers de supernovas de type Ia, ce qui permettra de réaliser des analyses statistiques nettement plus robustes qu'auparavant. En rassemblant une base de données immense, les chercheurs pourront mieux corréler l'âge moyen des populations stellaires, leur tendance à former plus ou moins d'étoiles nouvelles, et la façon dont ces facteurs influencent la luminosité de chaque supernova. L'objectif est de déterminer si le biais d'âge progéniteur suggéré par l'équipe de Yonsei reste pertinent dans des échantillons plus nombreux et plus diversifiés. Les moyens d'observation modernes devraient, en outre, permettre de chiffrer la précision obtenue dans la détermination des distances, ce qui est crucial pour calculer la vitesse d'expansion à différentes époques de l'histoire cosmique. Parallèlement, d'autres projets ambitionnent de comparer ces supernovae avec des mesures plus directes du taux d'expansion, comme les sirènes standards issues d'ondes gravitationnelles. Lorsque deux objets extrêmement compacts, tels que des trous noirs ou des étoiles à neutrons, fusionnent, l'intensité du signal gravitationnel permet d'estimer la distance de l'événement presque sans prendre en compte la brillance lumineuse. En combinant ces mesures avec celles des supernovae, les astronomes pourraient identifier d'éventuels écarts et évaluer la robustesse des corrections appliquées pour éliminer le biais d'âge progéniteur. Comme souvent en astronomie, cette histoire montre à quel point il est délicat de quantifier l'évolution de l'univers sur des milliards d'années. Les distances intergalactiques sont énormes, et la luminosité observée d'un objet peut fluctuer sous l'influence de facteurs multiples. La structure interne de la supernova, les propriétés de la galaxie qui l'héberge, ou même la poussière qui se trouve sur la ligne de visée. Chaque petite incertitude finit par accumuler un effet qui influe sur notre vision globale de la dynamique cosmique. Dans le cas présent, il faut maintenant étendre, affiner et recouper les données, de façon à écarter définitivement une interprétation erronée. Malgré tout, l'idée qu'une partie de nos conclusions passées sur l'accélération cosmique pourrait reposer sur une calibration incomplète est déjà un signal fort. Il rappelle que la cosmologie reste une science en pleine évolution, guidée par de nouvelles technologies d'observation et par l'accumulation de données de plus en plus fines. Les premiers résultats annoncent un basculement vers l'hypothèse d'une énergie noire déclinante, mais la communauté ne mettra de côté le modèle standard qu'une fois qu'un large consensus se dégagera autour de multiples sondes concordantes. Dans la continuité de ce constat, les chercheurs de Yonsei ont tracé une feuille de route précise.
Ils recommandent de mettre à l'épreuve la correction du biais d'âge progéniteur grâce à des campagnes d'observation indépendantes menées sur des périodes suffisamment longues pour couvrir l'évolution des galaxies hôtes. Ils soulignent aussi l'importance de classifier rigoureusement ces galaxies en tenant compte des paramètres relatifs à l'histoire de leur formation stellaire. S'il s'avère que la décroissance apparente de l'énergie noire se confirme, la cosmologie devra réviser en profondeur ces équations fondamentales. S'il s'avère au contraire que de nouveaux échantillons infirment ce résultat, cela signifiera alors que la piste du biais d'âge était surestimée, mais qu'au final, nous comprendrons mieux les sources d'erreurs potentielles, et donc progresserons dans notre quête de la véritable dynamique de l'univers. Au terme de ces investigations, l'avenir immédiat de la cosmologie sera fortement influencé par la qualité des mesures à venir. Pour l'instant, la simple possibilité que l'univers soit déjà entré en phase de décélération génère une remise en cause passionnante. Les partisans du modèle standard conservent une solide base de preuves accumulée au fil des décennies et jugent cette hypothèse de ralentissement peu probable. Tandis que ceux qui la défendent insistent sur la robustesse statistique des corrections proposées et sur l'accord renoué avec d'autres sondes comme les oscillations acoustiques des baryons. Il faudra sans doute quelques années et de nombreuses discussions pour départager définitivement ces scénarios contradictoires. Les chercheurs qui se sont penchés sur la possibilité d'une évolution des constantes fondamentales de la physique proposent une idée aussi audacieuse que surprenante. Ils suggèrent que certains paramètres, comme celui qui détermine la force de la gravitation que nous appelons souvent gravité effective, pourraient varier lentement au fil du temps et de l'espace. Cette proposition, discutée publiquement dans un article signé Gupta à la date du 6 novembre 2025, changerait notre compréhension de l'univers de manière radicale. En effet, au lieu de supposer que la matière noire, parfois notée DM pour Dark Matter dans la littérature anglophone, et l'énergie noire, parfois notée DE pour Dark Energy, sont des composantes physiques additionnelles et invisibles qui imprègnent notre cosmos. Le modèle à constante de couplage variable avance qu'elle ne serait en réalité que le reflet d'une variation de ce que l'on appelle le paramètre alpha. Ce dernier, introduit dans les équations gravitationnelles, reproduirait les effets que nous attribuons d'ordinaire à la matière noire et à l'énergie noire, sans qu'il soit nécessaire de postuler l'existence réelle de ces entités énigmatiques. Ce point de vue, rapporté par plusieurs plateformes comme Science Daily, promet de susciter un large débat, car il remet en cause la vision dominante du modèle cosmologique qui admet depuis plusieurs décennies la présence incontournable d'une matière noire et d'une énergie noire, constituant ensemble la majeure partie du contenu en énergie et en matière de l'univers. Cette approche n'est pas seulement théorique. Selon les références disponibles dans des publications en ligne comme MDPI et sur Archive, il a été possible de vérifier une forme préliminaire de ce scénario en appliquant le concept de gravité variable aux courbes de rotation des galaxies spirales. Habituellement, on mesure la vitesse à laquelle les étoiles et le gaz tournent autour du centre galactique, et on constate que ces vitesses ne diminuent pas comme on s'y attendrait si toute la masse visible était la seule responsable de l'attraction gravitationnelle. C'est la raison pour laquelle le postulat de halo de matière noire a été proposé. On imagine qu'un halo massif, invisible mais situé autour de la galaxie, augmente la force gravitationnelle nécessaire pour maintenir ces vitesses élevées. Dans le modèle à constante de couplage variable, les chercheurs montrent qu'en ajustant convenablement la fonction alpha, on peut reproduire l'essentiel des profils de rotation observés, sans requérir d'halo de matière noire réel. Bien sûr, cette correspondance n'est pas parfaite, et certains cas se révèlent mal ajustés, ce qui atteste que le modèle n'est pas exempt de difficultés. Cependant, l'idée globale suscite beaucoup d'intérêt, dans la mesure où elle repose sur le moins d'hypothèses supplémentaires possibles, si l'on accepte la variation même de ce nouveau paramètre alpha. La cohérence de cette proposition avec l'observation de l'univers à grande échelle a également été évaluée. Les auteurs qui défendent cette thèse affirment, dans leurs conclusions publiées en 2025, que la prise en compte d'une gravité effective modulée dans l'espace et le temps permet de décrire la formation des structures cosmiques, tout en rendant compte du comportement de l'univers primordial. Toutefois, ils admettent aussi qu'il existe des limites à ce scénario,
notamment lorsque l'on se confronte à l'ensemble des mesures de la géométrie de l'univers et aux contraintes plus anciennes issues de la physique nucléaire. Un exemple concerne la nucléosynthèse primordiale, lorsque l'univers était très dense et chaud à ses débuts, peu de temps après le Big Bang. Pendant cet épisode, la température, même exprimée soigneusement en degrés Celsius, atteignait des valeurs inconcevablement élevées pour nous. L'univers primordial était alors bien au-dessus de plusieurs centaines de millions de degrés Celsius, et même plus, ce qui dépasse largement toute échelle ordinaire. Les légères variations du paramètre alpha pourraient affecter le taux de formation des noyaux de deutérium, d'hélium-3 ou de lithium-7. Or, ces abondances sont mesurées avec précision dans l'univers actuel, et elles correspondent relativement bien à ce que prédit le modèle lambda CDM. Toute déviation trop grande à ce stade critique de l'évolution cosmique peut faire basculer la cohérence du nouveau modèle. Les spécialistes reconnaissent ainsi qu'il faudra examiner très finement les conséquences d'une gravité changeante pour ne pas contredire les observations de la période de nucléosynthèse primordiale. Au-delà de la nucléosynthèse, il existe d'autres signaux que l'on peut comparer entre un modèle avec variable de couplage et le modèle lambda CDM. Parmi ces signaux, on retrouve les oscillations acoustiques des baryons, souvent abrégées en BAO pour Baryon Acoustic Oscillations dans la littérature anglophone, qui sont des oscillations de densité produites dans la matière ordinaire quand l'univers était encore très jeune. Ces oscillations se lisent encore aujourd'hui dans la répartition des galaxies à grande échelle, et elles donnent une mesure indépendante de la vitesse d'expansion au fil des époques cosmiques. Si le paramètre alpha introduit des effets équivalents à ceux de la matière noire et de l'énergie noire, il doit aussi reproduire précisément la position et l'amplitude de ces pics d'oscillation baryonique. De la même manière, le fond diffus cosmologique, souvent appelé CMB, depuis l'anglais Cosmic Microwave Background, constitue l'une des clés de voûte de la cosmologie moderne. Cette lumière fossile, émise alors que l'univers était âgé d'environ 380 000 ans seulement, présente des irrégularités très faibles, de l'ordre d'une partie sur 100 000. Ces irrégularités se traduisent dans les fameux pics de température et de polarisation, fréquemment désignés sous les termes de TT, TE et EE, bien que pour la vulgarisation, on indique souvent la partition en fluctuation de température et en fluctuation de polarisation électrique et magnétique. Les partisans du modèle lambda CDM constatent que celui-ci reproduit relativement bien la répartition de ces pics grâce à l'ajout de matière noire et d'énergie noire. Toute hypothèse alternative doit parvenir à obtenir un accord au moins aussi bon avec ces données, réputées très précises, notamment celles récoltées par le satellite Planck. À ce sujet, l'amortissement Silk, un phénomène crucial dans le fond diffus cosmologique, entre également en jeu. Cet amortissement se produit lorsque la diffusion de photons sur les électrons efface graduellement certaines fluctuations de petite taille, et il impose des contraintes quantitatives sur la physique du plasma primordial. Un paramètre alpha susceptible de varier induirait inévitablement des changements subtils sur cet amortissement, et il est donc possible de prédire les meilleures manières de le tester. Les futurs relevés de données, qu'ils proviennent de multiples observatoires spatiaux ou de télescopes au sol, permettront de vérifier dans quelle mesure ce modèle à gravité variable reproduit l'ensemble des structures mesurées à toutes les époques, depuis l'aube cosmique jusqu'à nos jours. Un volet particulièrement intéressant de cette piste de recherche touche à ce que l'on nomme la dérive en décalage vers le rouge à long terme, parfois appelée redshift drift en anglais. L'idée consiste à mesurer l'évolution du décalage vers le rouge des galaxies lointaines, non pas à un moment donné, mais sur plusieurs années ou décennies, afin de constater directement si le taux d'expansion de l'univers se modifie sous nos yeux. Dans le cadre du modèle lambda CDM, cette dérive en décalage vers le rouge s'établit à un certain niveau, prédite avec précision, mais qui reste extrêmement difficile à mesurer avec la technologie actuelle. Dans le nouveau modèle de Gupta et de ses collaborateurs, alpha étant potentiellement en train de changer, la signature observée dans cette dérive pourrait être différente. Ainsi, si l'on parvenait à mesurer, d'ici plusieurs dizaines d'années, un écart appréciable par rapport à la dérive attendue, on pourrait soit confirmer, soit infirmer la pertinence de ce paramètre alpha variable. La démarche qui consiste à confronter les prédictions à des observations futures de haute précision représente l'un des piliers essentiels de la méthode scientifique. Les auteurs défendent qu'une telle falsifiabilité constitue un atout pour leur approche.
car il ne suffit pas de la contester sur des considérations théoriques. On doit pouvoir la mettre à l'épreuve de futurs relevés de données cosmologiques. Néanmoins, il est essentiel de souligner que ce modèle demeure très ambitieux et qu'il n'a rien de consensuel. Le grand public a pu mesurer, lors des dernières décennies, à quel point la communauté scientifique dans son ensemble a adopté progressivement l'idée d'un univers dont 70% environ de la densité totale d'énergie est constituée d'énergie noire, et environ 25% de matière noire, ne laissant qu'une petite fraction, 5%, à la matière ordinaire. Balayer d'un revers de main ces entités pour leur substituer une unique fonction alpha en pleine évolution n'allait pas de soi. Cela implique de revisiter toute la construction théorique qui a permis de construire la concordance entre de nombreuses données distinctes. Les mesures très précises du fond diffus cosmologique, la distribution spatiale des galaxies sur des relevés extrêmement larges, la formation de structures, ou encore le comportement des amas de galaxies. Les avis restent fragmentés. Certains chercheurs se disent enthousiastes face à l'ingéniosité de cette solution et saluent l'effort pour concevoir une théorie plus simple. D'autres estiment que les approximations ou les complications mathématiques inhérentes à l'introduction d'un paramètre alpha variable finissent par rendre le modèle aussi complexe, voire plus, qu'une version standard où l'on maintient la constance des lois de la physique fondamentale. Il existe d'ailleurs une longue liste d'objections formulées par les partisans du modèle lambda CDM, dont un aperçu est relayé sur des sites spécialisés comme phys.org. L'une des critiques majeures tient au fait que, dans le formalisme d'Einstein, la relativité générale repose sur de solides principes géométriques s'appliquant à la structure de l'espace-temps. Y introduire une variation ad hoc qui s'opérerait dans le temps et l'espace peut rendre le cadre beaucoup moins élégant, ou du moins, plus difficile à gérer. De plus, les partisans du modèle lambda CDM rappelle que c'est précisément parce que cette théorie est remarquablement robuste qu'elle a permis de prédire avec succès toute une série de phénomènes, y compris l'amplitude et la structure des anisotropies du fond diffus cosmologique. Si on modifie substantiellement la théorie, ne risque-t-on pas de remettre en cause ses succès et de devoir introduire en contrepartie une série de corrections artificielles pour compenser les désaccords ? Par ailleurs, certains redoutent que la flexibilité du nouveau paramètre alpha devienne si vaste qu'il perde sa capacité à être véritablement testé. On pourrait en effet ajuster alpha à la demande, de sorte à reproduire chaque nouvelle mesure, ce qui affaiblirait la force de la théorie et la rendrait insensible à l'expérience. Les auteurs répondent à cela que le but n'est pas de proposer un paramètre alpha modifiable sans aucune contrainte, mais plutôt d'établir une loi précise et justifiée physiquement. Cette loi pourrait dépendre de la densité locale de matière, ou bien de la température cosmique moyenne, ou même d'autres mécanismes exotiques liés à la physique des particules. Ils soulignent également que toute théorie alternative de la gravité doit, par construction, se conformer à de nombreuses observations déjà disponibles. Les limites imposées par l'ère de la nucléosynthèse primordiale, par l'existence même du fond diffus cosmologique et par la formation de galaxies et d'amas, constituent déjà une formidable batterie de tests qu'il n'est pas facile de satisfaire. À court terme, le groupe travaillant sur cette question envisage de nouveaux calculs pour mieux clarifier la manière dont la gravité, modifiée par alpha, aurait pu influencer les grandes étapes de l'histoire cosmique. Ils vont aussi se pencher sur les données récentes, relatives aux lentilles gravitationnelles, souvent appelées lens en anglais, qui se produisent lorsqu'une masse très importante dévie la trajectoire de la lumière qui nous parvient d'arrière-plan. Les mesures de lentilles sont étroitement liées à la répartition de la matière et constituent donc une épreuve cruciale pour un quelconque modèle niant la présence d'un halo de matière noire. Par la même occasion, la structure à grande échelle de l'univers, c'est-à-dire la répartition des galaxies et des amas, laquelle est cartographiée par de nombreux relevés récents comme DESI, un programme de cartographie spectroscopique des galaxies, crucible à ce nouveau concept de variation de couplage. Bien que les conclusions préliminaires présentées dans ces travaux semblent plutôt encourageantes pour cette nouvelle approche, il est clair que la prudence demeure de mise. Les auteurs de l'article eux-mêmes, à la date du 6 novembre 2025, annoncent que les preuves directes d'une éventuelle variabilité de la gravité ne sont pas encore acquises, et qu'il faudra s'appuyer sur un spectre d'observation bien plus large et de meilleure qualité pour valider ou invalider leurs propositions. On cite fréquemment les missions d'observation prévues dans les années à venir.
à la fois dans les domaines optiques, radio et infrarouge, ainsi que dans les ondes gravitationnelles. Ces signaux multisondes pourraient donner lieu à des comparaisons croisées permettant de tester simultanément plusieurs caractéristiques du modèle. L'amplitude des anisotropies du fond diffus cosmologique, la vitesse d'expansion de l'univers à différentes époques, la géométrie de distribution de la matière et l'évolution temporelle détaillée de la constante alpha. Seules des mesures indépendantes et un accord entre plusieurs méthodes pourront offrir un verdict solide quant à la nécessité d'introduire un tel paramètre en cosmologie. Malgré ces incertitudes, ce modèle ouvre un champ exploratoire passionnant. D'un point de vue philosophique, il pose la question de savoir si nos lois fondamentales, que nous considérons souvent comme immuables, pourraient elles-mêmes évoluer. Jusqu'ici, la communauté scientifique s'accordait plutôt à penser que ce sont uniquement les états physiques de l'univers qui évoluent, mais pas les règles sous-jacentes. L'hypothèse d'une gravité changeante brise ce consensus et invite chacun à réfléchir à la possibilité que l'univers ne soit pas régi par un ensemble de constantes éternelles et universelles, mais par des relations dynamiques plus complexes, encore à expliciter entièrement. Elle invite aussi à reconsidérer la notion de simplicité en science. Le modèle lambda CDM, bien qu'il mobilise des composantes sombres et invisibles, se fonde néanmoins sur la rigidité de la relativité générale et sur quelques postulats robustes. À l'inverse, une théorie à alpha variable prétend se débarrasser de la matière noire et de l'énergie noire, mais introduit automatiquement une dynamique additionnelle qui doit être maîtrisée. Aux yeux de certains, c'est remplacer un mystère par un autre. Aux yeux d'autres, c'est un moyen de ramener l'univers à un contenu plus tangible, en laissant la gravité jouer un rôle plus large et plus nuancé que dans la vision canonique. Finalement, l'intérêt premier d'un tel modèle à alpha variable ne réside pas seulement dans l'espoir de clarifier la nature de ce qu'on appelle les composantes sombres. Il s'agit avant tout de tester la flexibilité du cadre cosmologique et de voir si la relativité générale, gravée dans le marbre depuis plus d'un siècle, peut supporter ou même encourager de nouvelles extensions conceptuelles. Les efforts pourront se concentrer sur l'analyse des signatures left par ce paramètre qui évoluerait dans le temps et l'espace. Différences subtiles dans les vitesses de rotation galactique, écarts dans la façon dont la lumière des quasars lointains est courbée au passage d'amas de galaxies, ou encore petite anomalie dans l'évolution de la température moyenne de l'univers à travers le temps. Parallèlement, les sondes les plus classiques, comme les oscillations acoustiques des baryons ou le fond diffus cosmologique, devront être repassées au crible, afin de déterminer si une gravité variable peut conserver le remarquable accord quantitatif déjà obtenu par la cosmologie standard. Chaque test, chaque observation, constituera un pas de plus pour trancher entre l'élégance d'une théorie unifiée sans entité sombre et la robustesse du modèle lambda CDM qui a fait ses preuves jusqu'à présent. Depuis l'annonce surprenante, à la fin de l'année 2025, de la possible décélération de l'expansion cosmique, plusieurs équipes de chercheurs comparent deux grands cadres conceptuels afin de déterminer lequel décrit le mieux cette observation inattendue. Dans le premier cadre, on considère que l'énergie noire n'est plus une quantité immuable et constante, mais au contraire, qu'elle varie dans le temps et s'affaiblit progressivement, expliquant ainsi pourquoi l'univers aurait pu accélérer il y a quelques milliards d'années avant de ralentir aujourd'hui. Les astronomes qui soutiennent ce point de vue s'appuient sur leurs nouvelles analyses des supernovae de type Ia, dont la luminosité standard a été réévaluée en tenant compte d'effets liés à l'âge et à la population des étoiles progénitrices. De plus, ces mêmes chercheurs intègrent dans leur comparaison des mesures issues des oscillations acoustiques des baryons, concept désigné en anglais par Baryon Acoustic Oscillations, qui consiste à étudier la répartition de la matière dans l'univers à différentes époques. Si l'on corrige correctement les supernovae pour tenir compte du biais lié à l'âge de leur galaxie hôte, on obtient un diagramme de Hubble, où l'idée d'une accélération tardive devient beaucoup moins convaincante, voire inexistante, tandis que la décélération actuelle s'impose comme une tendance plausible des données. Cette perspective implique donc que l'énergie noire, souvent considérée comme une composante immuable, pourrait être en train de faiblir rapidement, éclipsant la vision dominante héritée du modèle lambda CDM, dans lequel le terme cosmologique reste constant et domine l'évolution de l'univers à grande échelle. Dans ce contexte,
L'élargissement récent de l'échantillon de supernovae de type Ia jusqu'à un décalage vers le rouge, appelé redshift, inférieur à environ 0,45, a conduit à une correction d'ampleur statistiquement significative, culminant à environ 5,5 sigma, ce qui représente un degré de certitude élevé pour la communauté scientifique. En parallèle, les mesures d'oscillations acoustiques des baryons, réalisées par des projets tels que DESI, acronyme anglais pour Dark Energy Spectroscopic Instrument, semblerait confirmer que le taux d'expansion actuel n'est plus nécessairement compatible avec une accélération soutenue. Autrement dit, ces deux séries de données, une fois harmonisées, pointeraient vers un scénario sans accélération, résolvant potentiellement la fameuse tension de Hubble, qui oppose les estimations de la constante de Hubble dans l'univers local et celle déduite du fond diffus cosmologique. Ce résultat reste néanmoins controversé, car il dépend intimement de la fiabilité de la correction appliquée aux supernovae selon l'âge de la population stellaire haute. De nombreux spécialistes attendent ainsi la mise en place de tests indépendants afin de consolider ou de réfuter cette hypothèse. Les futurs relevés du télescope Vera-C. Qui mènera la Legacy Survey of Space and Time, aussi désigné sous le sigle LSST, devraient fournir des échantillons beaucoup plus vastes de supernovae, garantissant une catégorisation plus homogène de l'âge des galaxies hautes et, par conséquent, une meilleure estimation des distances. Si ces observations confirment la présence d'une décélération et d'une énergie noire faiblissante, l'application serait profonde pour notre compréhension du destin cosmique, mais aussi pour la physique fondamentale, car une énergie noire évolutive suppose de revoir en profondeur notre interprétation de la constante cosmologique. À l'opposé, une deuxième approche explique l'évolution apparente de l'expansion par ce que certains qualifient d'illusion cosmique. Dans cette perspective, on écarte l'idée de particules de matière noire et de composantes d'énergie noire autonomes, en postulant que certaines constantes fondamentales associées à la gravité ne sont pas aussi fixes qu'on le croyait. Ainsi, plutôt que d'introduire de la matière noire ou de l'énergie noire comme des composantes nouvelles et mystérieuses, on modifie la théorie de la relativité générale, où on autorise des couplages variables qui produisent, de façon émergente, les mêmes phénomènes que ceux attribués aux entités invisibles du modèle lambda CDM. Cette hypothèse, proposée entre autres par un astronome nommé Gupta, suggère qu'un paramètre alpha, distribué de manière inégale dans l'espace et dans le temps, pourrait mimer l'effet d'un halo de matière noire autour des galaxies, ou encore celui d'une composante d'énergie noire qui influencerait l'expansion à l'échelle cosmique. Si cette thèse s'avère correcte, l'accélération détectée à la fin des années 1990 ne serait pas nécessairement une conséquence d'un terme cosmologique positif et constant, mais résulterait plutôt de variations gravitationnelles encore mal comprises. Il en irait de même pour la nouvelle décélération apparente. Elle pourrait simplement traduire un changement dans ces couplages variables sans faire intervenir une véritable énergie noire. Pour tester ce scénario, des chercheurs se basent sur les courbes de rotation des galaxies, sur l'observation d'effets de lentilles gravitationnelles, ainsi que sur des ajustements aux équations de Friedmann, lesquelles décrivent l'expansion de l'univers dans le cadre de la cosmologie relativiste. En l'état, ce nouveau modèle parvient à interpréter certaines observations, dont des vitesses de rotation de galaxies, sans supposer la présence d'un halo de matière noire. Et il reproduit également diverses propriétés à grande échelle, en introduisant un terme qui ressemble à de la matière noire ou à de l'énergie noire de manière émergente. Toutefois, les opposants soulignent que cette approche se heurte à des difficultés pour rendre compte de la synthèse primordiale des éléments légers et des anisotropies du fond diffus cosmologique. Confusion qui intervient lorsque l'on recalcule l'évolution de la température, de la densité de baryons et de photons, ainsi que la distribution de la matière dans les premiers centaines de milliers d'années de l'univers. Le modèle lambda CDM est réputé pour sa capacité à reproduire efficacement les pics acoustiques observés dans le rayonnement fossile, et toute théorie alternative doit rivaliser sur ces points pour être crédible. Malgré ces divergences, les deux visions partagent dans une certaine mesure un même objectif: réduire l'emprise d'une énergie noire constante et indépendante de l'époque considérée. Dans le cadre de la réanalyse des supernovae Ia, assortie de la correction liée à l'âge, on obtient une décélération effective, tandis que dans le cadre de la modification de la gravité,
on peut générer un phénomène qui ressemble à une évolution du taux d'expansion sans faire appel à une véritable composante d'énergie noire. Dans les deux cas, on aboutit à une forme de révision du scénario standard. Soit l'énergie noire est moins stable et moins importante qu'on ne l'imaginait, soit elle n'est pas fondamentale. Ces deux hypothèses se distinguent toutefois par leur degré de liberté. La première, n'ajoutant essentiellement qu'un paramètre décrivant l'évolution temporelle de l'énergie noire ou son équation d'état, tandis que la seconde remanie la structure même des équations de la gravité. Naturellement, ces différences conceptuelles se répercutent dans les ajustements aux données expérimentales. Les mesures du fond diffus cosmologique, en anglais Cosmic Microwave Background, issues notamment de la mission Planck, conservent un degré de précision tel qu'elles servent de pierre de touche. Elles permettent de tester subtilement la forme des équations de la cosmologie et l'existence possible de particules non baryoniques. De même, les oscillations acoustiques des baryons fournissent des marqueurs de la vitesse d'expansion à divers instants de l'histoire cosmique, imposant de contraindre fermement toute évolution dans le temps de la gravité elle-même ou d'une composante d'énergie. Enfin, les supernovae et IA, une fois corrigées de leur biais, interrogent la nature de ce qu'on appelle la luminosité standard, laquelle sert depuis plus de 2 décennies à mesurer des distances cosmiques. À court terme, le fait de disposer d'une piste pour réconcilier la tension de Hubble, c'est-à-dire la différence persistante entre la constante de Hubble déduite de l'univers jeune et celle mesurée localement, semble plaider en faveur d'un adoucissement de l'hypothèse de l'énergie noire ou de la révision de la gravité au niveau cosmologique, de manière à départager ces deux visions concurrentes. La communauté scientifique s'apprête à mener une série d'expériences cruciales d'ici à 2030. C'est principalement l'observatoire Vera C. Rubin, avec sa Legacy Survey of Space and Time, qui va considérablement étendre l'échantillon de supernovae de type 1A. Grâce à ce relevé, on espère déterminer l'âge des galaxies hautes avec une meilleure précision, et ainsi confirmer ou infirmer la correction controversée introduite récemment. Les cartes de cisaillement gravitationnel faible, c'est-à-dire les déformations subtiles de la forme des galaxies lointaines par les concentrations de masse sur la ligne de visée, feront également partie des mesures clés, car elles contraignent la répartition de la matière, qu'elle soit ordinaire ou non. Si un modèle de gravité modifié ou de constante variable est correct, on pourrait repérer des signatures spécifiques dans l'évolution du cisaillement gravitationnel au fil du temps cosmique. En parallèle, le projet DESI et d'autres futurs relevés spectroscopiques poursuivront leurs études sur les oscillations acoustiques des baryons, en poussant l'analyse vers des décalages vers le rouge plus importants, afin de traquer l'évolution du taux d'expansion de l'univers sur des milliards d'années. Dans ces mesures, on compare la taille caractéristique des modulations de densité de la matière à différentes époques. Puis, on déduit ainsi la façon dont l'univers s'est étendu au cours de son histoire. Un univers réellement en décélération aujourd'hui doit laisser une empreinte spécifique dans la distribution spatiale des galaxies, et ces relevés précisés permettront de voir si l'on détecte ou non une tendance marquant la fin de l'accélération. Un autre atout important pour tester ces deux cadres se situe dans la mesure des sirènes standards, c'est-à-dire l'observation conjointe d'ondes gravitationnelles et de signaux électromagnétiques émis par des événements cosmiques violents, par exemple la fusion d'étoiles à neutrons. Des instruments comme LIGO, Virgo et CaGRA, et bientôt des installations de prochaine génération comme Cosmic Explorer ou l'observatoire Einstein Telescope, détectent les ondes gravitationnelles, tandis que les télescopes classiques ou spatiaux enregistrent les signaux lumineux autour du même événement. En comparant la distance estimée grâce aux ondes gravitationnelles à celle déduite via la mesure de la luminosité, on obtient une façon indépendante de calculer le taux d'expansion de l'univers. Cet outil est particulièrement prometteur, car il ne se fonde pas sur les mêmes hypothèses de calibrage que les supernovae. Si les sirènes standards confirment la tendance vers une décélération à basse époque cosmique, cela renforcera l'idée d'une énergie noire qui s'affaiblit ou d'un effet de gravité modifié qui expliquerait l'illusion d'une accélération passée. Dans le cas contraire, si l'on retrouve sans ambiguïté une accélération, cela rendrait plus suspectes les corrections apportées aux supernovae et ruinerait l'argument selon lequel la gravité a été mal comprise. Par ailleurs, l'Observatoire spatial James Webb, abrégé en JWST, et le programme Cosmic Microwave Background Stage 4, souvent abrégé en CMB-S4, apporteront d'autres contraintes cruciales sur la structure de l'univers, la formation des premières galaxies
ainsi que la période de réionisation. On surveillera également le phénomène dit de dérive du décalage vers le rouge sur des échelles de temps plus longues, qu'on espère un jour mesurer avec l'Extremely Large Telescope. Théoriquement, un changement dans le taux d'expansion doit s'inscrire dans l'évolution progressive de la position des raies spectrales des objets lointains, et cette dérive constitue un test d'autant plus robuste qu'il est quasiment indépendant des calibrations habituelles pour l'échelle de distance. Demain, si l'on arrivait à démontrer clairement que cette dérive est en contradiction avec une énergie noire stable, on validerait une approche évolutionnaire ou un modèle de gravité modifié. Au milieu de ces efforts se trouve la question capitale. De quelle manière ces relevés et instruments à venir pourraient-ils discriminer entre la décélération observée et l'hypothèse de l'illusion cosmique? Toute la subtilité consiste à déterminer quels signaux, observe bleu, constituent une signature sans équivoque de la variation réelle du taux d'expansion, et lesquels pourraient être répliqués par une modification de la gravité. On dispose déjà d'hypothèses précises. Par exemple, une évolution non triviale de la géométrie de l'univers peut affecter le mode de formation des grandes structures, c'est-à-dire la façon dont les galaxies et les amas de galaxies se regroupent au fil des époques. Un modèle de gravité modifié devrait, a priori, proposer un scénario pour expliquer l'histoire des fluctuations de densité depuis les âges sombres de l'univers jusqu'à nos jours, et prédire comment se manifestent les lentilles gravitationnelles fortes et faibles. De la même manière, la composante d'énergie noire évolutive devra expliquer pourquoi, si l'accélération est en net recul, le fond diffus cosmologique, mesuré durant l'univers ancien, suggère pourtant un terme d'énergie sombre, ayant exercé une influence mesurable sur la formation de ces premiers sursauts de structure. Les partisans du modèle lambda-CDM arguent que, dans bien des cas, il demeure plus facile de corriger un biais local sur les supernovas que de réinventer toute la gravité. Mais ceux qui croient au caractère incomplet de la relativité générale y voient au contraire l'occasion de tester de nouvelles formes de physique théorique et de résoudre en un seul élan la question de la matière noire et de l'énergie noire. Des checklists d'observables testables circulent déjà au sein de la communauté scientifique. On y retrouve notamment la précision accrue sur la luminosité des supernovas de type IA, la comparaison avec les sirènes standards pour lever les ambiguïtés de calibration, la structure fine du fond diffus cosmologique, y compris les corrélations en température et en polarisation, l'analyse à grande échelle des distributions de galaxies et leur évolution dans le temps, ou encore la contribution des mesures de lentilles gravitationnelles aux petits angles. Si l'un ou l'autre scénario échoue à reproduire une de ces signatures clés, il sera probablement écarté. Dès lors, cette bataille de cadres, bien qu'elle puisse paraître technique, est hyper stimulante pour la cosmologie actuelle. Si un tri net se fait grâce aux observations dans la seconde moitié des années 2020, on saura peut-être enfin si l'univers est réellement entré dans une phase de ralentissement, ou si tout cela n'est que le reflet d'une mauvaise compréhension des lois gravitationnelles à grande échelle. Dans les conversations entre astronomes, on entend parfois l'expression « la prochaine manche » pour qualifier les futures années d'observation, car de nombreux spécialistes considèrent que les cartes n'ont pas encore été totalement redistribuées. Il suffirait de quelques relevés bien ciblés pour discréditer l'idée d'une décélération actuelle. Si, par exemple, les distances mesurées par les sirènes standards contredisent systématiquement les mesures recalibrées des supernovae. À l'inverse, si des données indépendantes convergeaient avec ces nouvelles supernovae corrigées, on pourrait s'orienter vers la conclusion que l'accélération était un phénomène transitoire plus fort autrefois et que l'énergie noire s'étiole ou se transforme. Ce renversement doctrinal, massif pour notre vision de l'univers, exigerait d'intégrer une éventuelle composante évolutive de l'énergie noire dans les modèles de structure. Du côté des partisans de la gravité modifiée, on s'attend à de multiples signatures, par exemple au niveau des ondes gravitationnelles et du temps de trajet de la lumière dans des phénomènes de lentilles. Si ces prédictions ne sont pas confirmées, on pourra difficilement imaginer maintenir l'illusion cosmique comme thèse centrale. Enfin, un effet secondaire deviendra vite un banc d'essai. La nucléosynthèse primordiale, qui impose déjà une densité de baryons bien contrainte. Toute révision majeure de la gravité ou de l'histoire de l'expansion pourrait détruire ce délicat équilibre aboutissant à la production d'hélium, de deutérium et de lithium. Or,
Les mesures d'abondance primordiale sont très solides et laissent peu de marge pour des changements trop profonds de la physique standard. La grande histoire de l'univers débute il y a environ 13,8 milliards d'années, dans des conditions si extrêmes que notre esprit peine à les imaginer. À cette époque, toute la matière et l'énergie qui composent notre cosmos étaient concentrées dans un volume incroyablement réduit, caractérisé par une température inimaginablement élevée et une densité colossale. C'est cette situation initiale que l'on nomme le Big Bang. Pourtant, qualifier cet événement de bang peut prêter à confusion, puisqu'il ne s'agissait pas d'une explosion dans l'espace, mais plutôt d'une expansion soudaine de l'espace lui-même. Dans ses toutes premières fractions de seconde, l'univers était si chaud qu'aucune particule n'avait le temps de former des structures stables. Protons, neutrons ou électrons n'existaient pas encore sous leur forme familière. Tout se trouvait dans un état de plasma et de rayonnement d'une densité et d'une chaleur extrêmes. Parmi les énigmes majeures que soulève cette phase initiale, on retrouve le problème de l'horizon. En des termes simples, le fond diffus cosmologique que nous observons de toutes parts est remarquablement homogène dans sa température, ce qui signifie que toutes les régions de l'univers observable semblent avoir atteint le même degré de chaleur, alors même qu'elles n'ont jamais été en contact causal direct. Pour qu'elles aient pu s'échanger de l'information ou de la chaleur, il aurait fallu qu'un signal se déplace plus rapidement que la vitesse de la lumière, ce qui n'est pas autorisé par la relativité. Pourtant, l'observation prouve de façon indubitable que cette homogénéité est réelle. Cela soulève donc la question suivante. Comment ces zones éloignées du cosmos ont-elles pu s'accorder entre elles pour adopter la même température? C'est ici qu'intervient le concept d'inflation cosmique, une idée proposée pour résoudre à la fois le problème de l'horizon et plusieurs autres casse-têtes. L'inflation suggère qu'au cours d'une période extrêmement brève, de l'ordre de 10 puissance moins 35 secondes après le Big Bang, l'univers a connu une expansion exponentielle foudroyante. Il faut imaginer un minuscule patch d'espace s'étendant de façon fulgurante, au point de devenir bien plus vaste que ce qu'il aurait pu atteindre dans un régime d'expansion classique. Cette inflation aurait aplati la géométrie de l'univers, expliquant ainsi pourquoi nous mesurons aujourd'hui une courbure si proche de zéro, autrement dit, un univers quasiment plat. C'est cet autre grand mystère qu'on appelle le problème de la platitude. Sans ce mécanisme, on devrait s'attendre à des déviations notables de la géométrie, pourtant absentes dans nos observations. Un autre avantage de l'inflation, c'est qu'elle permet de rendre compte des fluctuations initiales qui ont engendré, plus tard, la formation des galaxies et des amas de galaxies. Selon ce modèle, des fluctuations quantiques microscopiques, présentes dans ce tout début d'univers, ont été étirées à des échelles cosmologiques par la dilatation démesurée de l'espace. Ces fluctuations ont laissé une empreinte subtile dans la matière et le rayonnement, que l'on observe de nos jours sous la forme d'un spectre presque invariant dans le fond diffus cosmologique, également appelé rayonnement fossile. C'est comme si des variations minuscules de densité étaient devenues de véritables germes sur lesquels la matière a pu se regrouper plus tard pour former les structures à grande échelle que nous connaissons, galaxies, amas, superamas. Après ce bref épisode d'inflation, l'univers a continué d'évoluer tout en se refroidissant progressivement. À des époques encore très précoces, la température était si élevée que les particules ne pouvaient pas exister autrement que dans un bouillon énergétique bouillonnant. Toutefois, en se dilatant, l'univers a vu sa température chuter, facilitant la consolidation des particules élémentaires. Protons et neutrons ont pu se former et s'associer, tandis que les électrons étaient encore maintenus à bonne distance sous l'effet de l'agitation thermique. Durant les premières secondes et minutes, s'est produite une étape cruciale qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale, au cours de laquelle se sont forgés les premiers noyaux légers, surtout l'hydrogène, ainsi que de plus faibles quantités de deutérium, d'hélium 3, d'hélium 4 et même une trace de lithium 7. Ce processus dépend très finement de la température, de la densité et de la durée pendant laquelle les conditions adéquates ont régné dans l'univers naissant. La quantité de chaque isotope formé représente donc un test particulièrement exigeant pour les modèles cosmologiques. Par exemple, le rapport entre l'hélium 4 et l'hydrogène, ou la proportion en deutérium,
donnent des contraintes fortes sur la densité baryonique, c'est-à-dire la densité de la matière ordinaire issue de protons et de neutrons. Les mesures effectuées, que ce soit dans des observations d'étoiles très anciennes ou grâce à l'étude de nuages de gaz peu évolués, s'accordent de façon remarquable avec les prédictions du modèle du Big Bang, confirmant la robustesse de ce scénario. Toute alternative à la vision cosmologique standard se doit de reproduire avec une précision équivalente ces ratios isotopiques, sous peine de se heurter à la réalité observationnelle. Déjà, c'est un obstacle non négligeable pour les théories qui veulent se passer totalement de la matière noire ou d'autres éléments clés de la trame cosmique communément admise. Progressivement, à mesure que le temps s'écoulait, l'univers continuait de se dilater et de se refroidir. On atteint un stade, environ 380 000 ans après le Big Bang, où la température chute suffisamment pour que les protons et les électrons s'unissent et forment des atomes d'hydrogène neutres. On peut estimer qu'à cette époque, la température ambiante était encore d'environ 3000 degrés Celsius, ce qui représentait un refroidissement gigantesque comparé aux milliards de degrés Celsius du tout début. Cette formation d'atomes neutres a eu une conséquence capitale, la lumière, auparavant constamment diffusée et piégée par les électrons libres, a pu se frayer un chemin et voyager librement dans l'espace. C'est l'instant de la recombinaison, un nom parfois trompeur, car il sous-entendrait que protons et électrons avaient déjà été liés auparavant. En réalité, c'est plutôt la première combinaison, mais l'usage a consacré cette terminologie. La lumière libérée à ce moment précis continue aujourd'hui sa route à travers l'univers. Cependant, comme l'espace s'est dilaté pendant tout ce temps, la longueur d'onde de cette lumière a été étirée, passant du domaine visible ou ultraviolet à celui des micro-ondes. C'est ce signal fossile qu'on appelle le fond diffus cosmologique ou rayonnement micro-ondes cosmique. Son étude a révolutionné la cosmologie. Il est observé aujourd'hui sous une forme presque uniforme dans toutes les directions du ciel, avec une température d'environ moins 270 degrés Celsius. Derrière cette apparente uniformité, on distingue de minuscules variations de température, de l'ordre du 100 millième de degré, qui dessinent une cartographie précieuse de l'univers jeune. Ces reliefs infimes sont l'écho direct des fluctuations de densité issues de l'inflation et du comportement oscillatoire du plasma primordial. Ces oscillations ressemblent à de véritables ondes sonores qui se sont propagées dans le plasma composé d'électrons, de protons et de photons. Elles ont laissé dans le fond diffus cosmologique une série de pics caractéristiques, parfois nommés pics acoustiques. Leur position et leur amplitude donnent des informations de premier ordre sur la composition et la géométrie de l'univers. Par exemple, on peut en déduire des estimations de la densité totale de matière, de la proportion de matière noire, de la présence éventuelle d'une composante d'énergie noire, et même de la forme générale de l'univers, plat, ouvert ou fermé. Les missions spatiales telles que COBE, WMAP et Planck ont cartographié ces variations avec une précision croissante, confirmant de mieux en mieux l'image d'un univers qui, à grande échelle, suit les prédictions du modèle qui inclut une constante cosmologique pour expliquer une accélération de l'expansion, ainsi qu'un contenu majoritairement formé de matière noire froide et de matière ordinaire en moindre proportion. Dans ce tableau, la force du modèle, nommée Lambda Cold Dark Matter, réside en partie dans le fait qu'il explique simultanément l'abondance relative des isotopes légers, la structure en pic acoustique du fond diffus cosmologique et la distribution à grande échelle des galaxies. C'est justement pour cette raison que la moindre hypothèse alternative doit faire la preuve qu'elle peut, elle aussi, retrouver la même justesse dans la prédiction de ces observations clés. S'il manque une concordance sur le spectre précis du rayonnement fossile, ou sur les pourcentages de deutérium ou d'hélium observés, cela signifie que la théorie en question ne peut pas valablement dépasser l'efficacité du modèle Lambda Cold Dark Matter. Toute théorie qui modifierait la gravité par un paramètre alpha qui varierait dans l'espace-temps, ou qui supposerait une autre forme d'énergie noire évolutive, se voit confrontée à ce défi. Faire au moins aussi bien que le modèle standard sur ces points désormais incontournables. Dans l'obscurité presque totale qui succède à l'émission du fond diffus cosmologique, l'univers entre dans une ère souvent désignée comme les âges sombres. Les photons qui auparavant interagissaient fortement avec la matière se sont dissipés dans toutes les directions, laissant derrière eux un milieu neutre et très peu lumineux.
Les atomes d'hydrogène, majoritairement présents, n'émettent pas de rayonnement significatif dans ces conditions, et aucune étoile n'a encore pris naissance pour illuminer le cosmos. Cette vaste période, qui s'étend sur plusieurs centaines de millions d'années, est caractérisée par l'absence de sources de lumière visibles à grande échelle. Les fluctuations de densité qui existaient déjà dans les phases antérieures ne se sont toutefois pas évanouies. Elles continuent au contraire à se renforcer sous l'effet de la gravité, préparant le terrain à l'émergence des premières grandes structures. Les différentes zones de l'univers où la densité de matière est plus forte se contractent et attirent à elles l'hydrogène environnant, tandis que les régions moins denses demeurent relativement vides. Sur le plan théorique, c'est pendant cette phase que la matière noire froide, dont on suppose qu'elle n'interagit presque pas avec la lumière, joue un rôle crucial pour enclencher la croissance des futures galaxies. Son caractère froid signifie simplement qu'elle se déplace à des vitesses bien inférieures à celles de la lumière, ce qui aide les concentrations de matière à se regrouper plus efficacement. L'ensemble de ces phénomènes demeure calme pour un observateur imaginaire, puisqu'aucune radiation intense ne perce encore l'obscurité cosmique. Les âges sombres se terminent progressivement lorsqu'apparaissent les premières sources de lumière capables de réioniser l'hydrogène neutre sur de vastes étendues. Cette réionisation correspond au moment où des photons suffisamment dits de énergétiques arrachent à nouveau les électrons des atomes d'hydrogène, rendant le gaz environnant ionisé comme il l'était autrefois, peu après le Big Bang. Aujourd'hui, les scientifiques s'accordent pour penser que les premières étoiles, en s'effondrant gravitationnellement dans les puits de potentiel dessinés par la matière noire, auraient joué un rôle majeur dans cette réionisation. Avec ces étoiles précoces, composées principalement d'hydrogène et d'hélium, naît également la toute première génération de lumière stellaire. Ces astres, souvent considérés comme extrêmement massifs et chauds, auraient diffusé d'énormes quantités de rayonnement ultraviolet sur leur environnement. Au fur et à mesure que leurs vents stellaires et leurs supernovae éventuelles balayent le gaz environnant, les bulles ionisées s'étendent jusqu'à finir par se rejoindre et couvrir d'immenses volumes de l'univers. Cette phase, qualifiée d'époque de la réionisation, s'étale sans doute entre quelques centaines de millions et 1 milliard d'années après le Big Bang. Elle marque une étape fondamentale, car elle rend l'univers plus transparent au rayonnement et prépare le terrain à la formation de galaxies plus complexes. Durant cette période, la matière noire joue un rôle décisif dans la structuration de l'univers. Selon le modèle cosmologique dit standard, lambda CDM, la matière noire est très abondante, représentant la majeure partie de la masse totale. L'acronyme CDM vient de l'anglais Cold Dark Matter, signifiant matière noire froide. En pratique, on la retrouve concentrée sous forme de halos étendus, dans lesquels le gaz ordinaire, que l'on appelle aussi matière baryonique, s'infiltre et s'accumule. En s'effondrant sous l'influence de la gravité, la matière baryonique se réchauffe, commence à former des disques ou d'autres configurations plus ou moins stables, et s'illumine dès que des réactions de fusion se déclenchent au cœur des futures étoiles. Cette répartition inégale de la matière donne progressivement naissance à des galaxies. Les chercheurs décrivent souvent la toile cosmique comme un gigantesque réseau de filaments, chacun correspondant à des couloirs de matière noire au sein desquels se forment successivement les galaxies et plus tard leur groupement appelé amas. À mesure que le temps avance, ces galaxies se mettent à fusionner, à interagir, et le paysage galactique se complexifie davantage. Pour étudier et mesurer la présence de matière noire, les astronomes utilisent divers indices observationnels. L'un des plus emblématiques est l'effet de lentille gravitationnelle, qui se manifeste lorsqu'une galaxie ou un amas de galaxies dévie la trajectoire des rayons lumineux en provenance d'objets situés en arrière-plan, comme s'il s'agissait d'une lentille optique. Si la matière visible ne peut expliquer à elle seule l'ampleur de ces déviations, cela indique qu'une masse additionnelle, invisible, se cache dans ces régions. C'est la matière noire. De manière pratique, les chercheurs calculent la déformation apparente de galaxies lointaines autour de l'amas afin d'inférer comment la courbure de l'espace-temps a été modifiée. L'observation du fameux amas du boulet, surnommé ainsi en raison de la collision de deux amas de galaxies, a notamment fourni un argument fort en faveur de l'existence de la matière noire. La distribution de masse reconstruite par lentille ne coïncide pas exactement avec la répartition du gaz chaud visible en rayon X. Des physiciens
en ont déduit que la composante majoritaire devait être un réservoir de matière non baryonique, ce qui soutient l'idée d'une matière noire distante et faiblement interactive. Un autre indice solide provient des courbes de rotation des galaxies spirales. Lorsque les scientifiques observent la vitesse de rotation des étoiles ou du gaz à différentes distances du centre galactique, ils s'attendent, d'après la loi de la gravitation, à un ralentissement progressif lorsque l'on s'éloigne du cœur. Pourtant, dans de nombreuses galaxies, la vitesse de rotation se maintient à des valeurs élevées, presque constantes, jusque dans les régions extérieures où il n'y a pratiquement plus de matière lumineuse. Pour expliquer ce comportement, la présence abondante d'un halo de matière sombre autour de la galaxie est le candidat le plus généralement admis. Les astronomes peuvent quantifier la masse nécessaire à maintenir les étoiles sur ces orbites rapides et ils constatent que seule une fraction de cette masse est constituée de matière ordinaire, c'est-à-dire la matière qui émet ou absorbe de la lumière. Cependant, certains physiciens envisagent qu'une modification de la théorie de la gravité ou des constantes fondamentales puisse imiter les effets de la matière noire sans la postuler comme une entité physique distincte. Selon ces approches, on proposerait que la force gravitationnelle ou certains paramètres fondamentaux évoluent dans l'espace et dans le temps. Dans ce genre de modèle, l'accumulation de masse manquante, observable à travers les vitesses de rotation ou les lentilles gravitationnelles, serait potentiellement reproduite par des lois de la gravitation légèrement altérées, sans nécessiter la présence d'une particule inconnue. Évidemment, ce n'est pas une simple coquetterie théorique. Pour que ce type de modèle soit viable, il doit rendre compte non seulement des vitesses de rotation et du phénomène de lentilles, mais aussi du comportement d'amas entiers, tels que l'amas du boulet, sans faire appel à une quelconque particule de matière noire. Les auteurs de ces théories planchent donc sur des équations cosmologiques modifiées, dans lesquelles des paramètres ajustables introduisent des termes additionnels qui s'apparentent aux effets traditionnellement attribués à la matière noire. Mais l'enjeu est de savoir si ces lois modifiées peuvent aussi expliquer tout le panorama des observations, y compris la formation des grandes structures, l'abondance des galaxies satellites, ou encore les contraintes issues de la nucléosynthèse primordiale. Dans le cadre où l'on fait varier les constantes de couplage, le défi est immense. Il faut trouver une cohérence qui englobe la croissance des grandes structures, leur distribution spatiale, et l'évolution du gaz ionisé, le tout sans contredire ce que l'on mesure précisément par ailleurs, comme la composition chimique des vieilles étoiles ou la géométrie de fonds diffus cosmologiques. À l'échelle cosmique, la formation des structures se manifeste également par la mise en place de filaments qui relient les amas et les groupes de galaxies. Ces filaments sont des régions de densité intermédiaire, potentiellement riches en matière noire, bien que plus diffus que les cœurs galactiques ou les amas. Pour les détecter, on s'appuie notamment sur l'observation du gaz qui y circule et sur des méthodes de cartographie complexes qui mesurent l'effet de lentilles gravitationnelles faibles. Le terme « faible » signifie ici que la distorsion observée sur un grand nombre de galaxies en arrière-plan est statistiquement petite à l'échelle d'une galaxie unique, mais devient significative lorsqu'on examine des éphèles. Millions de sources alignées. Par ce biais, on peut reconstituer les contours de la toile cosmique et vérifier si la répartition de la matière, dont une grande part de matière noire, correspond aux prédictions du modèle standard. Tout écart majeur dans la manière dont la matière se regroupe et dans la géométrie globale de ce réseau serait un signe que la théorie actuelle doit être révisée, voire remplacée par une théorie alternative de la gravitation ou par un nouveau concept de matière manquante. Au fil de la croissance de ces structures, les premières galaxies ont commencé à s'allumer, comme des lanternes éclairant le brouillard cosmique. L'observation des galaxies très précoces, c'est-à-dire formées moins d'1 milliard d'années après le Big Bang, est aujourd'hui rendue plus accessible grâce au télescope spatial James Webb, baptisé du nom d'un ancien administrateur de l'agence spatiale nord-américaine. Cet instrument est capable de capter des longueurs d'onde infrarouges avec une sensibilité inédite, ce qui permet de détecter la lumière extrêmement affaiblie de galaxies lointaines dont le rayonnement est décalé vers le rouge par l'expansion de l'univers. Les astronomes espèrent éclaircir plusieurs interrogations. Quelles étaient les caractéristiques de ces galaxies pionnières ? Avec quelle efficacité transformaient-elles leur gaz en étoiles ? Ont-elles eu un rôle prédominant dans la réionisation ? Ou bien partageaient-elles cette tâche avec d'autres sources comme les noyaux de galaxies actives, alimentés par des trous noirs supermassifs ? Les données de ce télescope spatial fournissent aussi des contraintes importantes sur la manière dont la matière noire,
ou ce qui en tient lieu dans les théories alternatives, influence le déroulement de la formation galactique. Dans le modèle standard à matière noire, on s'attend à ce que des halos massifs se forment assez vite, permettant aux galaxies d'atteindre rapidement des masses notables, même à des époques reculées. Si, au contraire, on modifie les lois gravitationnelles, ou si l'on fait varier les constantes fondamentales, il se pourrait que la vitesse de croissance des structures ne suive pas exactement le même schéma. Les chercheurs examinent alors la luminosité, la taille, la distribution et la morphologie de ces galaxies lointaines pour distinguer les scénarios. Ainsi, si des galaxies trop massives sont détectées trop tôt par rapport à ce qu'autorise la simple gravité newtonienne enrichie de matière noire, les cosmologistes doivent alors peaufiner leurs équations ou bien soupçonner des processus supplémentaires, comme une phase de formation stellaire incroyablement efficace. Inversement, si les observations cadrent parfaitement avec les simulations informatiques conçues dans le cadre de la matière noire froide, on tient un argument de plus en faveur de cette dernière. Un débat important concerne l'impact du feedback, c'est-à-dire l'ensemble des processus par lesquels les étoiles, les explosions de supernovae ou encore les vents produits par les trous noirs en croissance redistribuent l'énergie dans le gaz environnant. Dans les jeunes galaxies, ces phénomènes bouleversent parfois leur structure interne, freinant la formation d'étoiles lorsqu'ils sont trop violents ou, au contraire, la réactivant dans certaines zones. Les astronomes s'attachent à déterminer dans quelle mesure ce feedback peut expliquer les vitesses de rotation, les dégagements de matière et la répartition des éléments chimiques. Selon que l'on adhère à la version standard avec la matière noire ou à un modèle de gravité modifié, la manière d'interpréter ces processus de régulation peut diverger. Par exemple, si dans un univers sans particules de matière noire, on explique le manteau invisible des galaxies par des variations spatiales de la force gravitationnelle, on devra sans doute réexaminer la façon dont l'énergie est redistribuée dans le disque galactique. Des bouffées de formation stellaire ou de puissants jets pourraient devenir nécessaires pour reproduire certaines vitesses d'éjection. En bref, le feedback n'est plus seulement un détail, il devient un paramètre essentiel à affiner pour vérifier la cohérence d'un modèle cosmique. Les télescopes terrestres et spatiaux scannent actuellement le ciel pour dénicher des galaxies de plus en plus lointaines, alors que leur lumière a voyagé durant des milliards d'années. Chaque découverte nourrit la discussion. Tel objet repéré à un décalage vers le rouge élevé, donc très ancien, présente-t-il des caractéristiques en contradiction avec le scénario classique de la matière noire froide ? Le James Webb, en particulier, c'est la promesse d'une moisson de données qui permettront de mesurer la quantité de gaz ionisé, la présence ou non de métaux lourds, c'est-à-dire des éléments plus lourds que l'hélium dans ces galaxies, et même la configuration de leurs bras spiraux ou de leurs éventuelles barres centrales. La comparaison de ces propriétés avec les simulations cosmologiques réalisées dans chacun des cadres, qu'il s'agisse du modèle de matière noire ou de gravité modifiée, renseignera sur la viabilité de l'un ou de l'autre. Les prochaines années seront donc cruciales pour savoir si les observations lointaines s'accordent ou non avec l'idée conventionnelle de halo massif habité par de la matière sombre. Au-delà de la vision globale, il faut garder à l'esprit que toute hypothèse visant à nier l'existence de la matière noire doit également expliquer des systèmes particuliers, comme l'amas du boulet, où la preuve de ce composant invisible semble, de prime abord, irréfutable. C'est là qu'est attendue la robustesse d'un modèle à constante variable. Peut-il restituer la scission entre le gaz chaud, détecté en rayons X, et la masse principale située ailleurs, observée par l'antigravitationnel ? Dans les phases de collisions interamas, la matière noire apparaît découplée du gaz, se déplaçant de façon presque autonome sous l'effet de la gravitation. Dans un scénario sans matière noire, il faudrait une forme de gravité repensée pour que la masse responsable de l'effet de lentille se comporte ainsi. Les partisans de ce type de modification affirment que divers ajustements mathématiques permettent de retrouver quantitativement un phénomène similaire, mais l'on manque encore de mesures précises sur la distribution tridimensionnelle du gaz et des galaxies avant, pendant et après la collision. Dans la décennie à venir, de nouvelles campagnes d'observation et de nouvelles simulations aiguilleront nos certitudes. En parallèle, l'étude des amas de galaxies dwarfs,
de petits groupes galactiques peu lumineux qui gravitent autour de grandes galaxies comme la nôtre, offrent un autre banc d'essai pour départager la matière noire d'une modification de la gravité. Dans le cadre standard, on attend un grand nombre de mini-halos de matière noire autour des galaxies massives, ce qui se traduit par de nombreuses galaxies satellites. Or, l'inventaire de ces galaxies naines tarde parfois à correspondre Prédiction pure des simulations, suscitant des discussions autour de cette fameuse crise des satellites manquants. Certains chercheurs y voient un manque de sensibilité observationnelle. D'autres jugent que cela soulève une question quant à la répartition réelle de la matière noire. Et d'autres encore plaident pour l'introduction d'une physique additionnelle, comme la destruction répétée de ces petits corps par un feedback violent. Pour les théories où la gravité varie, on peut imaginer des fréquences de formation différentes, ou un mécanisme alternatif qui expliquerait l'annihilation ou l'absence de ces satellites. Cet exemple illustre combien la période actuelle de la recherche cosmologique est animée par toutes sortes de mesures à différentes échelles, depuis les gigantesques filaments sur des dizaines de millions d'années-lumière, jusqu'aux petites galaxies satellites tournant autour d'un unique système. En 1998, une découverte a ébranlé le monde de l'astronomie et de la cosmologie. L'observation de certaines supernovae de type IA a révélé que l'univers semblait être dans une phase d'expansion accélérée, comme si une force énigmatique, qualifiée d'énergie noire, poussait les galaxies à s'éloigner les unes des autres à un rythme croissant. Les supernovae de type IA, qui sont des explosions d'étoiles naines blanches en fin de vie, avaient jusqu'alors été considérées comme des chandelles standards, c'est-à-dire des indicateurs de distance fiables dont la luminosité intrinsèque est supposée à peu près identique pour toutes. En mesurant la luminosité apparente de ces supernovae et en la comparant à leur éclat attendu, les astronomes pensaient obtenir une mesure précise de leur distance, et par ricochet, du taux d'expansion de l'univers. Or, en 1998, plusieurs équipes indépendantes ont mis en évidence un écart important entre la luminosité réelle et celle escomptée, suggérant que l'univers s'étirait plus vite que prévu. Cette découverte a propulsé au premier plan l'hypothèse d'une constante cosmologique, souvent notée lambda en théorie, mais dont nous n'emploierons pas le symbole ici par souci de clarté. Ce nouveau paradigme, combiné au concept de matière noire froide, a donné naissance au modèle cosmologique lambda CDM. Dans cet ensemble théorique, l'énergie noire, qui correspond à cette constante cosmologique, constitue environ 70% de la densité d'énergie totale de l'univers, tandis que la matière noire, dite froide parce qu'elle se déplace lentement par rapport à la vitesse de la lumière, en représente un peu plus de 25%. Le reliquat, à peine 5%, est constitué de matière ordinaire, celle qui compose les atomes, les étoiles, les planètes, et tout ce que nous percevons directement. Ce modèle s'est alors imposé grâce à une grande force de frappe empirique, car outre l'indice fourni par les supernovae de type IA, il expliquait avec succès les données du fond diffus cosmologique, c'est-à-dire le rayonnement fossile émis lorsque l'univers, encore jeune et chaud à près de 3000 degrés Celsius, s'est suffisamment refroidi pour que les électrons et les protons s'associent et forment des atomes d'hydrogène neutres. Parallèlement, les mesures des oscillations acoustiques des baryons, connues comme BAO, montraient également une cohérence impressionnante avec ce modèle. Ainsi, vers la fin des années 1990 et au début des années 2000, la convergence de toutes ces observations laissait peu de place au doute. L'univers était en expansion accélérée, et une mystérieuse énergie sombre, a priori constante dans le temps, dominait son évolution. Au fil des ans, cependant, les astrophysiciens et les cosmologistes ont commencé à affiner les mesures liées à divers paramètres. Des programmes d'observation de plus en plus sophistiqués ont tenté de déterminer avec précision la valeur de la constante de Hubble, qui indique le rythme d'expansion actuel de l'univers. Dans ce contexte, la notion d'échelle de distance joue un rôle crucial. On essaie de calibrer les distances cosmiques pas à pas, en partant des mesures directes, comme celles des étoiles céphéides dans notre Voie lactée et dans des galaxies proches, puis en utilisant des supernovae plus lointaines comme étalon pour remonter encore plus loin dans l'univers. Grâce à cette chaîne de mesures, appelée aussi Distance Ladder, les chercheurs obtiennent une valeur pour la constante de Hubble. Or, plusieurs équipes,
comme celle menée par un célèbre astronome à l'Institut des sciences du télescope spatial, ont publié des résultats selon lesquels la constante de Hubble, mesurée de manière directe, est en désaccord important avec la valeur inférée à partir de la mission Planck, qui se base sur l'analyse du fond diffus cosmologique. Ce décalage, connu comme la tension sur la constante de Hubble, a commencé à se creuser autour de 2018 et a atteint un niveau statistiquement significatif. En parallèle, une autre tension, parfois nommée tension sur S8, est apparue entre les résultats de la cartographie de la répartition de la matière dans l'univers, notamment par l'effet de lentille gravitationnelle faible, c'est-à-dire l'étude des déformations légères de la forme apparente des galaxies lointaines, et les prévisions issues du fond diffus cosmologique. Alors que le modèle lambda CDM prédit un certain niveau de densité et de distribution de la matière, les observations de lentilles faibles indiquent une amplitude des fluctuations de la matière légèrement différente, ce qui s'ajoute à la liste des interrogations relatives au modèle standard. Malgré ces tensions, de nombreux chercheurs restaient convaincus que quelques ajustements ou que l'amélioration de la précision expérimentale finirait par réconcilier l'ensemble. Cependant, une nouvelle surprise est venue récemment ébranler ce bel édifice. Des analyses corrigées des supernovae de type IA, menées à partir de 2018 et consolidées jusqu'en 2025, ont suggéré que l'expansion de l'univers ne serait peut-être plus en phase d'accélération, mais bel et bien en train de ralentir. Selon ces travaux, la luminosité standard que l'on attribuait autrefois aux supernovae de type IA ne serait pas si standard que cela. Il existerait un biais lié à l'âge de la galaxie haute qui influerait sur la brillance réelle des supernovae. En d'autres termes, lorsque l'étoile qui explose appartient à une population stellaire plus jeune, ses caractéristiques de luminosité pourraient différer sensiblement de celles d'une étoile plus âgée. Cette différence, assez subtile, pourrait avoir faussé les calculs de distance et conduit à surestimer la part d'accélération dans l'expansion. Les astronomes qui ont proposé cette correction se sont appuyés sur un échantillon beaucoup plus large de supernovae, couvrant diverses époques et divers types de galaxies, afin de minimiser les erreurs systémiques. Le fait que leurs résultats, une fois la correction appliquée, tentent à indiquer une décélération, ou du moins l'absence d'accélération marquée, est un bouleversement de taille. Cela signifierait que l'énergie noire n'est pas constante, mais pourrait au contraire diminuer au fil du temps. Face à cette révision potentielle, plusieurs scénarios se dessinent. Si ces analyses se confirment, l'énergie noire ne serait plus cette composante immuable et dominante, mais une entité évolutive, probablement décrite par un paramètre que l'on nomme W, lequel détermine la relation entre la pression et la densité de cette forme d'énergie. Dans le modèle lambda CDM, W est généralement égal à -1, ce qui indique une pression négative et une densité d'énergie constante. Mais si W n'est pas exactement égal à -1, ni même constant, alors l'énergie noire peut varier dans le temps et conduire à un changement de rythme de l'expansion cosmique. On parle alors de champs de quintessence, ou de scénarios plus généraux, ou des champs scalaires, associés par exemple à une forme d'énergie qui change lentement avec le temps, remplacent la simple constante cosmologique. Dans ce cadre, les prédictions concernant l'avenir de l'univers changent du tout au tout. Si l'énergie noire s'étiole suffisamment, l'expansion pourrait freiner jusqu'à stagner, voire s'inverser à très grande échelle de temps. Mais cette perspective reste spéculative et dépend fortement des paramètres exacts de ces modèles. Dans la vision d'une énergie noire évolutive, la découverte de 2025 s'insère plus naturellement que dans une perspective où la constante cosmologique doit rester toujours la même. En effet, si on insiste pour que l'énergie noire soit vraiment constante, on se retrouve en conflit direct avec l'indice fourni par les supernovae corrigées qui indique un ralentissement. Mais si l'on admet que W peut varier avec le temps et éventuellement s'éloigner de -1, on peut, en principe, réconcilier la baisse de luminosité observée avec une décélération récente, tout en conservant l'essentiel des succès empiriques du modèle standard à haute époque, notamment l'accord avec le fond diffus cosmologique et les oscillations acoustiques des baryons. Toutefois, cette proposition devra être testée de manière plus approfondie, car il faut éviter de multiplier des degrés de liberté qui ne seraient là que pour faire coller la théorie aux nouvelles données, pratique appelée ajustement au cas par cas. Pour mieux comprendre comment cet effet de décélération se lit dans les observations, il est utile de se familiariser avec le diagramme de Hubble moderne,
un outil clé des cosmologistes. Historiquement, Edwin Hubble avait établi un diagramme reliant la vitesse de récession de plusieurs galaxies, déduite de la mesure de leur décalage vers le rouge à leur distance estimée. Plus on regarde loin, plus la plupart des galaxies s'éloignent rapidement de nous, suggérant que l'univers se dilate. Et aujourd'hui, on emploie des mesures de plus en plus précises et des techniques diverses pour représenter sur un graphique la distance, souvent traduite en décalage vers le rouge, appelé paramètre, mais nous n'emploierons pas de symbole dans ce texte, et la luminosité apparente des supernovae ou d'autres objets étalons. Pour chaque supernova, on calcule une distance relative, et on voit si elle se situe au-dessus ou au-dessous de la courbe théorique qui décrit un univers en expansion accélérée ou décélérée. Les oscillations acoustiques des baryons, soit ces ondulations dans la répartition de la matière visible dans les relevés à grande échelle, fournissent un point de comparaison indépendant. Ainsi, en superposant les données issues des supernovae corrigées à celles des oscillations, on obtient un nouveau paysage. La tendance montre que ces supernovae ne sont plus en accord avec le scénario d'une expansion qui continuerait de s'emballer aujourd'hui. Pour lire correctement un tel diagramme, il faut d'abord s'assurer que les points de données, les supernovae ou autres indicateurs de distance, ont été réduits de façon homogène, c'est-à-dire qu'on a pris en compte tous les biais instrumentaux, les différences éventuelles entre les populations d'étoiles-mères et les incertitudes sur la vitesse de la lumière. Ensuite, on compare ces points à différentes courbes théoriques, chacune correspondant à un modèle d'évolution cosmique précis. Les cosmologistes utilisent des ajustements statistiques pour voir quelle courbe cadre le mieux avec l'ensemble des points. Lorsque la totalité ou la majorité des données dérivent d'une courbe associée à une accélération, cela confirme que l'expansion s'emballe. Au contraire, si les points s'alignent vers une courbe qui indique une vitesse d'expansion en baisse, alors le diagnostic penche en faveur d'un ralentissement. Les oscillations acoustiques, qui se manifestent dans la répartition à grande échelle des galaxies, ajoutent un second repère pour vérifier si les distances correspondent effectivement à un scénario en décélération ou non. Plus ces deux types de données sont en accord, supernovae et oscillations, plus le message est clair. Inversement, un désaccord suggérerait qu'il reste des biais sur l'un ou l'autre jeu de données. Ainsi, la remise en question de l'énergie noire inaugure une nouvelle ère de recherche passionnante, dont l'issue pourrait redéfinir notre compréhension du cosmos. Dans les années à venir, plusieurs instruments phares promettent de bouleverser encore notre perception cosmique. L'observatoire Vera C. Rubin, connu pour son Legacy Survey of Space and Time, va surveiller la voûte céleste de façon quasi continue, accumulant une quantité phénoménale de données sur les supernovae, sur les lentillillages gravitationnels et sur l'évolution à grande échelle de la structure cosmique. Euclide, le télescope spatial lancé par l'Agence spatiale européenne, se focalisera sur la matière sombre et l'énergie noire, en cartographiant des milliards de galaxies pour comprendre l'expansion. Le télescope spatial Nancy Grace Roman, anciennement appelé WFIRST, fournira également une vue panoramique de l'univers en infrarouge, tout en traquant les supernovae de type UNA avec une grande sensibilité. Sur le front du Fonds diffus cosmologique, l'expérience CMB-S4 prévoit une amélioration drastique de la résolution et de la sensibilité afin de dénicher les moindres signatures laissées par des effets de gravité modifiée ou d'énergie noire évolutive. Enfin, sur le plan terrestre, l'Extremely Large Telescope et le 30 Meter Telescope fourniront une puissance d'observation inédite pour mesurer la dérive du décalage vers le rouge sur le très long terme. Les détecteurs d'ondes gravitationnelles, eux aussi, vont monter en puissance. À l'horizon de la prochaine décennie, la collaboration LISA, c'est-à-dire la Laser Interferometer Space Antenna, devrait ouvrir de nouvelles fenêtres d'observation en détectant des fusions de trous noirs supermassifs ou d'autres sources exotiques à des fréquences plus basses que celles mesurées par les interféromètres au sol. Cette approche permettra d'accéder à des distances encore plus grandes et potentiellement de tester la cosmologie à des redshifts extrêmes. Les projets au sol comme Cosmic Explorer et l'Einstein Telescope promettent également d'accroître significativement la sensibilité aux ondes gravitationnelles
nous offrant la possibilité d'analyser finement la géométrie de l'espace-temps sur des volumes cosmologiques impressionnants. Ainsi, les fameuses sirènes standards pourraient se multiplier et concurrencer les supernovae en termes de précision sur le taux d'expansion. De plus, la détection de phénomènes rares ou inattendus pourrait valider ou mettre à mal certaines propositions de gravité modifiées en fournissant des contraintes indépendantes de celles de l'astrophysique électromagnétique. Avec toute cette diversité de sondes, les cosmologistes ont établi plusieurs critères pour comparer les modèles. D'abord, il faut que la variation éventuelle de l'équation d'état de l'énergie noire, parfois notée par la lettre W dans la littérature scientifique, se manifeste clairement au fil du temps sans conduire à des contradictions dans les observables passés. Ensuite, ces modèles doivent être cohérents entre eux, c'est-à-dire qu'ils doivent décrire simultanément les supernovae, les oscillations acoustiques baryoniques, le fond diffus cosmologique et le lentillage, sans nécessité de réglages d'artificiels qui s'empilent. Enfin, il leur faut formuler des prédictions audacieuses. Par exemple, anticiper une signature spécifique dans la distribution des galaxies ou dans le spectre des ondes gravitationnelles, signature qui pourrait être invalidée par les expériences à venir. Si les mesures futures confirment un ralentissement de l'expansion, l'énergie noire pourrait s'éteindre progressivement, ouvrant la voie à une décélération durable. Certains vont jusqu'à évoquer la possibilité d'un Big Crunch final, dans lequel l'univers finirait par se contracter sur lui-même, mais il est trop tôt pour départager ces scénarios. À l'inverse, si la piste des constantes de couplage variables se révélait exacte, cela signifierait que la matière noire et l'énergie noire n'existeraient pas au sens traditionnel. Elle découlerait plutôt d'une manifestation de la gravité elle-même, dont l'intensité varierait selon l'époque ou la région considérée. Enfin, il se pourrait que les analyses à venir rétablissent la validité du modèle lambda CDM, prouvant que les signaux intrigants mis en évidence en 2025 n'étaient que des artefacts de mesure ou des biais plus subtils.